Le Seigneur des Anneaux est connu pour ses moments épiques, genre lui qui surfe sur un bouclier au milieu d'une bataille en tirant des flèches. Cette scène pourtant n'est pas dans les livres. Ni elle, ni tous les autres plans badass avec Legolas, ce sont des pures inventions pour le cinéma. La trilogie et ses plus de 1000 pages a longtemps été réputée inadaptable. Trop de personnages, trop de lieux différents, trop de scènes, même les films qui durent 9 heures ne montrent pas tout. On a dû retirer au point de modifier l'histoire. Vous ne croyez pas? Laissez-nous vous raconter ces scènes des livres que vous n'avez jamais vues en film. La vraie fin du Seigneur des Anneaux. On vous a déjà parlé de la mort du grand méchant Saruman, retiré de la version cinéma, présente uniquement dans la version longue. Eh bien, figurez-vous que c'est toujours pas la bonne fin du personnage. Après avoir détruit l'anneau, les héros rentrent chez eux dans la comté, le pays des Hobbits. Dans le film, il se passe rien de particulier, mais dans le livre, ils découvrent que leur pays a été conquis par Saruman. Il a industrialisé, pollué la région et réduit en esclavage tous les habitants, juste pour se venger. Les héros rassemblent donc les Hobbits et livrent bataille. Ils retrouvent le magicien installé dans l'ancienne maison de Frodon, tranquillou pépouze. Il est tué d'une façon assez similaire au film, poignardé par son serviteur. Le nettoyage de la comté, c'est le retour des héros chez eux. Ils montrent qu'ils ont évolué, ce qu'ils ont appris, comme les compétences militaires. Les Hobbits ne sont pas réputés pour ça. La bataille qu'il y a dans le chapitre, c'est même la deuxième de toute leur histoire. Mais le plus important, c'est le refus de la violence de Frodon. Après avoir été corrompu par l'anneau et traumatisé à vie, il refuse de se venger de Saruman. Même quand ce dernier essaie de le poignarder. Ça montre que la trilogie est avant tout une œuvre pacifique. Malgré toutes les batailles trop classes, c'est un thème cher à l'auteur qui a quand même été soldat pendant la Première Guerre mondiale. Ok, mais si c'est si important comme passage, pourquoi c'est pas dans les films? Ça aurait pu être épique. En fait, si ça se passe dans un livre, ça colle pas au rythme d'une trilogie cinématographique. C'est un peu anticlimatique, ça se déroule après la quête principale et la mort du méchant. Ça aurait perturbé les spectateurs et rallongé la fin du troisième film, qui est déjà critiqué pour avoir trop de fausses fins. Par exemple, les héros ont détruit l'anneau, on croit qu'ils vont mourir là, ils se serrent l'un contre l'autre, fondus au noir, on attend le générique, et non. On vient les sauver. C'est mieux de se concentrer sur Frodon qui, incapable de trouver la paix après un si long voyage, préfère quitter ses amis et son pays. On garde le côté doux et amer, les héros ont gagné, mais leur vie ne sera plus jamais comme avant. C'est une fin que beaucoup de lecteurs apprécient, dont un certain George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones. Tellement qu'il a dit vouloir s'en inspirer pour la conclusion de sa propre saga. Franchement, vas-y George, ça sera toujours mieux que les derniers épisodes de ta série à la télévision. Non, je ne suis pas aigri, c'est pas vrai. Les elfes ne sauvent pas tout le monde à la fin du deuxième film. Vous vous souvenez de la bataille finale des 2 tours? L'armée des hommes se réfugie dans une forteresse, faisant face à une armée de 10 000 soldats monstrueux, en sous-nombre. La défaite semble inévitable quand un groupe d'archers elfes vient en renfort, la bataille est gagnée. Sauf que dans le livre, cette partie ne se déroule pas du tout pareil. Déjà, les hommes sont moins faibles, leur roi hésite moins à aller se battre. Dans les films, il se retrouve presque obligé d'envoyer son peuple sur le champ de bataille. Dans les livres, il est mieux organisé. Il rassemble ses troupes avant d'aller à la forteresse. Aussi, il n'y a pas d'attaque sur la route par des loups géants. C'est une scène d'action inventée pour le cinéma. Mais surtout, il n'y a pas de renfort elfe pour rééquilibrer les forces. Dans les livres, si les méchants sont toujours 10 000, en face, c'est quand même 2000 guerriers hommes qui leur tiennent tête. On est loin de la bataille désespérée du film où on insiste sur le fait qu'ils ne sont que quelques centaines. Pourquoi c'est si différent? Dans les livres, cet épisode est un tournant pour la race des hommes. S'ils ont aidé à vaincre le mal avec les elfes bien avant le début de l'histoire, leur ancêtre s'est laissé corrompre par l'anneau et a refusé de le détruire. En montrant qu'ils sont capables d'affronter seuls les forces maléfiques, ils prouvent leur courage et se rachètent pour leur trahison. Du coup, l'ajout des elfes dans les films est hyper incohérent. Alors déjà, ça détruit la symbolique, mais surtout c'est pas logique car ils sont eux aussi censés se battre dans leur propre royaume. Ouais, dans les films, on a l'impression qu'il y a que les hommes qui se battent, mais la guerre touche tous les peuples. Aussi, ça vous a jamais paru bizarre de voir les elfes débarquer à la fin du deuxième film, mais dès qu'on passe au troisième, ils disparaissent complètement? Genre quoi, ils sont repartis chez eux en laissant les hommes gérer? Bah non, c'est juste que dans les livres, ils sont pas là. La vraie raison derrière cet ajout, à l'origine, un personnage principal devait y faire son apparition. Arwen, l'elfe amoureuse d'Aragorn, le futur roi des hommes. Pas très présente dans les livres, les scénaristes ont modifié l'histoire pour lui donner plus de scènes et renforcer son histoire d'amour. L'actrice était même entraînée pour ses scènes de bataille. Finalement, son perso n'a pas été gardé dans la fin du deuxième film, elle était trop différente des livres. Mais si vous êtes attentif, vous pouvez encore l'apercevoir sur certains plans. Ces choix qui changent complètement un personnage.
Si des persos ont eu le droit à un meilleur traitement dans les films comme Arwen, d'autres ont tout simplement été massacrés. Vous vous souvenez de Faramir? C'est le gars qui kidnappe les héros dans le deuxième film. Quand il comprend que les hobbits transportent l'anneau, il essaie de les ramener chez lui pour l'offrir à son père. C'est un moment de tension, les héros sont détournés de leur quête et on se demande s'ils vont réussir à s'enfuir. Dans les livres, Faramir fait exactement le contraire. Quand il rencontre Frodon et Sam, il les traite comme des invités et n'essaye pas de prendre l'anneau. Il les laisse même partir après leur avoir donné des provisions. Trop sympa le gars. Le Faramir des livres résiste à la corruption de l'anneau et fait preuve d'une noblesse exemplaire. Ça le différencie du comportement de son frère Boromir dans le premier livre. Celui des films est un fils mal aimé qui veut faire ses preuves, ce qui prépare sa relation tragique avec son père qu'on voit dans le troisième opus, se conduisant juste comme un abruti pour qu'on ait un climax avec les héros. Faramir est au final plus proche de sa version des livres dans le troisième film. Il s'oppose à son paternel, maintient qu'il a fait le bon choix en laissant partir l'anneau, se sacrifie pour protéger sa cité, se liant même d'amitié avec un autre hobbit, Pipin, dans une scène coupée assez touchante. Mais il est complètement absent de la deuxième moitié du film, même sa relation amoureuse a été coupée au montage, du coup on n'a pas beaucoup l'occasion de le voir briller. Il y a d'autres personnages qui ont complètement été changés. Dans les films, le père de Faramir est juste un vieux fou, alors qu'en livre, c'est un personnage beaucoup plus noble et tragique. Mais le changement qui a le plus choqué les fans, c'est celui de Sam et Frodon dans le Retour du Roi. Juste avant d'entrer dans la demeure d'une araignée géante, les deux amis se séparent, montés l'un contre l'autre par Gollum. T'as craqué ou quoi? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Mais dans les livres, ils restent ensemble et affrontent le monstre à deux, inséparables même dans l'adversité. Faire en sorte que Frodon renvoie son ami rajoute du drama et de la tension, mais c'est complètement l'inverse de leur personnalité. C'est un changement que les fans ont très mal vécu, certains disent même avoir pleuré devant le film. On ne touche pas à la bromance Sam et Frodon. La Compagnie Grise et l'Armée des Morts. Vous vous souvenez, au début de la trilogie, on vous présente Aragorn, l'un des persos les plus importants de l'histoire, comme un rôdeur. Et on vous explique jamais ce que c'est. Du coup, petit point rapide de lore. Les rôdeurs, c'est un groupe de guerriers qui descendent d'un peuple mythique de l'œuvre de Tolkien, l'équivalent de l'Atlantide quoi. Et Aragorn est à la tête de leur groupe, la Compagnie Grise. Oui, parce que si dans les films il hésite un peu à devenir le roi des hommes, le Aragorn des livres est déjà un leader accompli. La Compagnie Grise n'apparaît pas une seule fois dans l'adaptation. Pourtant, elle est censée rejoindre Aragorn dans le troisième livre, sur la route de Minas Tirith où se déroule une bataille importante. Elle lui conseille alors d'aller chercher en renfort une armée de fantômes dans les montagnes. Dans le film, c'est Elrond, l'elfe qui a lancé la quête de l'anneau, qui rejoint Aragorn et lui parle de l'armée des morts. C'est un choix scénaristique logique puisque ça évite d'introduire de nouveaux personnages. Et c'est même un clin d'œil au livre où les deux fils d'Elrond accompagnent la Compagnie Grise. Mais c'est un peu incohérent dans l'univers. Elrond, c'est un seigneur elfe qui habite loin de là où se trouve Aragorn. C'est trop dangereux pour lui d'entamer un si long voyage alors que les royaumes elfes sont envahis par les forces des ténèbres. Tout ça pour juste filer une info et une épée. D'ailleurs, l'épée en question, Aragorn des livres est censé déjà l'avoir. Mais bon, dans le film, c'est pour symboliser le moment où il accepte son rôle de roi. C'est un peu la classe. Bref, même le recrutement de l'armée des morts est différent. Dans le film, c'est un moment hyper angoissant. Les personnages pénètrent seuls dans une montagne et font face à des guerriers fantômes. Dans les livres, la mise en scène est moins prenante. Aragorn et ses compagnons invoquent l'armée près d'une pierre en haut d'une colline. Et est-ce que vous vous souvenez de ce moment iconique où Aragorn débarque avec son armée de fantômes pour sauver tout le monde pendant la grande bataille? Ouais, l'armée des morts ne va jamais jusqu'à Minas Tirith dans le film. Elle se contente d'éliminer des pirates qui venaient aider les méchants et Aragorn les laisse partir. Mais dans les films, les fantômes participent à la dernière charge héroïque à la bataille de Minas Tirith. Franchement, on comprend le choix des scénaristes, c'est beaucoup plus badass comme ça. Surtout quand dans les livres, une grosse partie de ce passage est racontée par des flashbacks, comme beaucoup d'autres péripéties d'ailleurs. Vous imaginez les héros arriver à la fin et dire « Ouais, on a fait des trucs cool avec des fantômes, hein, mais vous ne verrez rien de tout ça. » C'est pas très cinématographique, même si c'est écrit par Tolkien. Ces personnages oubliés dans les films. C'est quoi l'oubli le plus impardonnable pour les fans du Seigneur des Anneaux? Un personnage, Tom Bombadil. Des années après la sortie de la trilogie, son absence est encore critiquée sur internet. Mais c'est qui? Les héros le rencontrent au début de leur voyage. En traversant une forêt, ils sont piégés par un arbre maléfique. Tom Bombadil les libère et les héberge, leur raconte des histoires, leur chante des chansons.
mais surtout, il résiste au pouvoir de l'anneau. On rappelle que le magicien Gandalf a tellement peur de son emprise maléfique qu'il a refusé ne serait-ce que de le toucher. Après quelques jours, les héros repartent et se refont capturer par des esprits maléfiques. Tom Bombadil revient les sauver et leur donne des épées avant de disparaître pour tout le reste de l'histoire. Ouais, pas très passionnant comme personnage, hein. Il est absent de quasiment toutes les adaptations du Seigneur des Anneaux. On peut comprendre, il ne revient jamais après, ses dialogues c'est majoritairement des poèmes sur l'univers, il n'est pas affecté par la principale menace de l'histoire, surtout, il soulève un mystère qui ne sera jamais résolu. Qu'est-ce qu'il est? C'est ni un magicien, ni un elfe, mais il semble très puissant. Même Tolkien le considère comme un de ses personnages les plus énigmatiques. Pourtant, il est très apprécié par les fans, à tel point que dans le making-of de la trilogie, les scénaristes ont été obligés de justifier son absence. Quelques-unes de ses répliques ont été données à d'autres personnages. Une scène coupée du deuxième film fait même référence au passage dans le livre où les hobbits sont prisonniers de l'arbre maléfique. Encore aujourd'hui, des fans espèrent le voir apparaître dans la série Amazon Prime. Vous vous en doutez, c'est pas le seul à avoir été oublié. Glorfindel, un elfe censé sauver Frodon des Cavaliers Noirs au milieu du livre 1, dans les films, il a été remplacé par Arwen. Le fermier Mago, qu'on aperçoit brièvement dans le premier film, mais qui a plus de scènes dans les livres. Radagast le Brun, qui apparaît dans les films Le Hobbit, mais dans Le Seigneur des Anneaux, il joue aussi un rôle important. C'est lui qui envoie les aigles sauver Gandalf alors qu'il est retenu au sommet d'une tour. Mais surtout, il y a Sauron, le Seigneur du Mal. Dans les films, on a l'impression que c'est juste un grand œil, mais dans les livres, plusieurs passages sous-entendent qu'en réalité, il est présent physiquement. Il aurait par exemple torturé lui-même Gollum. Dans les making-of des films, on voit qu'il a failli être intégré à la bataille finale, mais que les plans ont été abandonnés. Personnellement, j'aurais adoré le voir en chair et en os et sentir son aura maléfique à l'écran. Comme pour toute adaptation, enlever ces passages permet de simplifier l'histoire originale pour qu'elle puisse passer au cinéma. Et malgré tout ce qu'on vient de dire, le boulot d'adaptation est super propre. Des éléments ont surtout été changés pour créer plus de tension dramatique et moderniser la narration. Dans les livres, beaucoup de scènes sont juste de longs dialogues où les personnages parlent de l'univers ou racontent une chose qui s'est passée hors cadre. Par exemple, la scène du conseil au milieu du premier film. Dans le roman, c'est que des gars qui discutent pendant des dizaines de pages. Ça passerait pas du tout pour un film, normal de le raccourcir. Les différences relèvent souvent du détail que seuls les gros fans de Tolkien peuvent remarquer parce qu'ils ont lu l'œuvre 150 000 fois. Et on l'a vu avec la série Amazon, la fanbase du Seigneur des Anneaux peut se montrer très dure dès qu'on touche à leur univers. Pour certains, des choix ont quand même amélioré l'histoire. Plusieurs reconnaissent que les persos féminins sont mieux représentés dans les films. À l'inverse, l'invention d'un nouveau personnage dans les films Le Hobbit a été beaucoup plus critiquée. De mon côté, le truc qui m'a le plus choqué, c'est l'importance que le cinéma a donné aux scènes de guerre. Dans les romans, les batailles principales ne prennent pas plus d'une dizaine de pages, soit un seul chapitre. Or, pour beaucoup de spectateurs, ce sont ces moments qui les ont le plus marqués à l'écran. Dans une industrie très tournée vers l'action et le divertissement, on comprend qu'ils aient voulu offrir des moments d'anthologie à toute une génération. Ok, les choix d'adaptation ont fait disparaître certaines scènes importantes de l'œuvre originale, mais ils ont permis à un nouveau public de découvrir Le Seigneur des Anneaux et de démocratiser la fantasy au cinéma.